conneries en politique, autour donc, de l'ouvrage qui a été donc, dirigé par Jean-François Marnion, psychologue. Vous définissez vous-même aussi comme conologue, puisque vous avez produit déjà d'autres ouvrages sur la connerie. Vous allez définir pour nous aussi. Vous avez produit aussi l'histoire universelle de la connerie et la psychologie de la connerie. Donc, vous êtes devenu un spécialiste, effectivement, de cette matière. Bravo. Expert de la connerie. Nous avons aussi donc autour de la table pour débattre de ce sujet qui est aussi transgénérationnel. Donc Anne Muxel, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez produit notamment l'essai Politiquement jeune. Et puis nous avons aussi avec nous Alexis Lédrier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence à l'université Reims-Champagne-Ardenne, enseignant aussi à l'IEP Paris, auteur notamment de l'ouvrage « Le contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence ». Nous allons aussi analyser avec vous le rôle des journalistes, le rôle des médias, différents médias, et aussi maintenant des réseaux sociaux dans cette histoire autour du décryptage de la connerie en politique. Et donc en politique, en démocratie, il faudra aussi s'intéresser aux responsabilités à la fois des gouvernants, mais aussi à ceux qui les élisent, c'est-à-dire nous, les citoyens, de savoir aussi quelle est la part de responsabilité individuelle et collective. Et donc j'aimerais aussi dire en préambule de tout ceci que nous allons essayer, chacun d'entre nous, de faire preuve d'humilité, car nous pouvons tous, chacun, individuellement et collectivement, parfois être sujets à la connerie dans nos façons d'agir. La connerie, donc on va commencer avec ce mot-là, Jean-François Marnion. Alors, qu'est-ce que la connerie? Comment vous la définissez-vous? Alors, en tant qu'expert, je n'en sais rien du tout. Il faut absolument se méfier des définitions définitives et exhaustives de la connerie. Si un jour je vous donne une définition lapidaire de la connerie, ça veut dire que je suis tombé au champ d'honneur, j'ai été aspiré par mon sujet d'étude. Il y a beaucoup de définitions possibles. En ce moment, il y en a deux que j'aime bien, mais ça peut changer. Une qui vient des encyclopédistes, qui dit que la connerie, ça consiste à juger sans savoir et sans se soucier de savoir. Ça, je trouve ça pas mal. Et puis sinon, les experts qui interviennent dans les différents livres reviennent souvent tout de même sur l'idée d'arrogance, de certitude satisfaite, agressive, sur fond de déni. Si je suis con, je dénie que je puisse avoir tort. Je dénie la réalité, je dénie les faits, je dénie l'opinion de l'autre, l'émotion de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Et ma foi, c'est une qualité assez partagée. Pas ici, mais à l'extérieur, méfiez-vous. Est-ce qu'il y a aussi une idée de répétition dans l'erreur? Oui. Est-ce que c'est pas aussi persister dans l'erreur? C'est ça. C'est ça. Parce que faire une connerie, ça nous arrive à tous. On fait une erreur. Ça peut être par ignorance, par maladresse, par malchance. C'est pas grave. Mais à partir du moment où on refuse d'apprendre de ses erreurs, de reconnaître ses erreurs et d'en apprendre quelque chose, là on devient con. On persiste. C'est la mouche au carreau. Boum, 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 boum. Bon. C'est ça. Il y a une notion d'apprentissage possible avec l'erreur. Le con ne cherche pas à apprendre. Il en faut vraiment beaucoup pour qu'il se remette en question. Il ne le fait pas exprès généralement. Merci. Je crois, parce que merci pour cette définition. Je remarque, pardonnez-moi, que j'ai oublié de me présenter, donc j'ai fait une connerie. Donc moi, je suis journaliste politique à France Culture. Je m'appelle Sophie Delpont et donc je pratique aussi un petit peu ce sujet-là de l'analyse politique et parfois, effectivement, qui peut tenter d'éclairer certaines choses et parfois certaines conneries produites, il faut bien le dire. Donc pour continuer dans ce débat-là, je voudrais savoir ce que vous définisseriez comme connerie politique aujourd'hui, Anne Muxel, notamment de ce que dénonce la jeunesse dans ce pays. Vous étudiez la jeunesse particulièrement. Aujourd'hui, quel est le sujet qui est le sujet majeur de mobilisation de la jeunesse face donc dans cette guerre des générations que vous avez mis en avant? Oui, alors dans cet ouvrage, j'ai écrit un petit texte. Alors, partant de cette réflexion qui est aujourd'hui devenue assez virale au sein des jeunes générations, OK Boomer, par laquelle les jeunes expriment à la fois leur distance par rapport aux générations qui les ont précédées, et surtout qui renvoient les générations qui les ont précédées à une sorte d'impossibilité ou même de connerie face
à justement le monde qu'elles préparent ces anciennes générations, et ce monde pour lequel effectivement les jeunes générations vont se trouver en situation de très grande difficulté et dans un péril pour la planète. Donc OK Boomer exprime non seulement de la défiance vis-à-vis de toutes les politiques et de tous les programmes politiques qui pourraient être mis en œuvre par la génération des boomers, mais en plus exprime une fin de non-recevoir. Cause toujours, de toutes les façons, je suis à côté de la plaque, et à cause de toi, boomer, nous allons dans le mur, nous en tant que jeunes, notre avenir, notre futur, mais la planète entière avec nous. Donc voilà, donc j'ai pris le prétexte de cette expression aujourd'hui qui circule et dont se sont saisis beaucoup de jeunes pour exprimer peut-être cette tension autour de la connerie politique qui serait là, en l'occurrence, une sorte d'aveuglement des générations anciennes, des baby-boomers aujourd'hui, d'aveuglement devant les périls auxquels voilà, le monde, la planète et donc les jeunes eux-mêmes sont confrontés. Et donc vous, Alexis Léveillé, vous avez étudié dans votre article les rapports entre gouvernants, journalistes, citoyens. Qu'est-ce qui est ressorti de votre étude sur la connerie dans ces rapports, dans notre démocratie? On est tous le con de quelqu'un, donc il y a une défiance double de la part du public à l'égard des médias et à l'égard du monde politique. Et il y a une impopularité qui est très forte, qui est en augmentation de ces deux mondes. Et je pense que l'un des torts et l'un des risques que le pouvoir politique fait courir à la démocratie, c'est précisément d'utiliser la défiance dont les médias sont l'objet, dont les journalistes sont l'objet, pour eux-mêmes échapper à ce discrédit. Et pour finalement jouer de ce média bashing, ces accusations dont on parlera peut-être constantes qui sont faites aux journalistes, qui viennent du pouvoir politique très souvent, et qui visent à faire passer les journalistes pour des cons, disons-le clairement, et ce qui permet au pouvoir, lui, de s'abstraire de cette critique. Sauf que ça fait courir un risque à la démocratie, je le disais, et que ça prive la presse, ou ça risquerait de priver la presse du rôle de contre-pouvoir qui est le sien dans une démocratie digne de ce nom. Alors, je parle de démocratie, mais si on remonte, moi je suis d'abord spécialiste de la presse d'Ancien Régime, donc des débuts 17e, 18e, et ce reproche, là, cette utilisation de la méfiance à l'égard de la presse, le pouvoir l'a toujours eu. Et donc la presse, elle est l'objet de ce double mépris, celui qui vient des lecteurs, celui qui vient du pouvoir depuis le départ, et elle doit constamment lutter contre ce double discrédit. Donc moi, j'ai plutôt tendance à défendre la presse, à défendre le journalisme. Ça ne veut pas dire que le journalisme soit parfait. Je pense qu'on sera amené à distinguer le travail véritable des journalistes et celui qui vient de certaines dérives d'éditorialistes, d'un fonctionnement vase clos de la presse, ou de ce qui vient des médias au sens large, bien distinguer ce qui relève du journalisme et ce qui relève de la sphère médiatique en général, ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux par exemple. On met dans le même mot média ce qui est de l'ordre de la presse aujourd'hui, ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut trouver sur Facebook et sur Twitter par exemple. Or, il y a beaucoup plus de conneries sur les réseaux sociaux que dans la presse, non pas parce que les journalistes seraient comme ça extraordinaires, mais ils sont régulés par des lois, par un cadre donc juridique, par des chartes de déontologie, par des écoles de journalisme aussi qui ont des défauts, mais qui ont le mérite d'exister. Et donc cette profession, elle est contrôlée, elle est régulée, beaucoup plus que ne le sont les réseaux sociaux. Donc moi, ma thèse, ce que j'ai dit dans c'est un entretien, c'était une question de Jean-François Marmion auquel j'ai répondu, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a un peu moins de conneries chez les journalistes qu'il y en a dans beaucoup d'autres professions, et notamment du côté du pouvoir politique. Jean-François Marmion, vous avez produit cet ouvrage collectif. Dans vos recherches depuis plusieurs années maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la façon dont aujourd'hui la connerie se diffuse? Est-ce qu'on est plus con aujourd'hui qu'hier, ou est-ce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, la caisse de résonance est plus forte et que finalement la connerie régresserait? Qu'en pensez-vous, vous qui êtes spécialiste de la question? Alors, le premier réflexe, c'est de se dire qu'on n'a jamais été aussi con, mais il faut se méfier parce que ça fait 25 siècles qu'on dit ça. Et que c'est pas n'importe qui dit ça, c'est pas seulement les vieux schnocks, c'est les intellectuels qui disent
Dans les générations précédentes, les usages étaient quand même différents, on était plus civilisés, on était plus instruits, les jeunes d'aujourd'hui, blablabla, ça fait 2500 ans que ça dure. Peut-être même avant, mais on n'a pas de trace écrite. Bon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment plus con qu'avant? Objectivement, il y a des... Je dirais qu'on est tous plus visibles qu'avant. Il faut vraiment le faire exprès pour ne laisser aucune trace. Et à partir du moment où on est tous plus visibles, pourquoi les cons ne le seraient pas? Et c'est là où en psychologie on se méfie de ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on voit avant tout ce qui nous choque, ce qu'on perçoit comme une agression. C'est ça qu'on rumine au fil de la journée. Et ça oblitère tout le reste. C'est toujours l'exemple que je prends, vous êtes dans la rue, vous croisez 50 personnes, tout va bien, il y en a une qui vous crie dessus que vous ne connaissez pas, vous dites... Et c'est à elle que vous avez pensé, les 49 autres, complètement oubliés. Vous rentrez chez vous, vous parlez de la 50e, et vous vous dites, le monde est de pire en pire. Bon, ça c'est un truc classique en psychologie. Alors, évidemment, les cons sont plus voyants, ils sont plus bruyants, mais il ne tient qu'à nous de ne pas les voir et de ne pas les écouter, après tout, on a le choix. On a le choix de ne pas regarder le programme télé qui nous afflige, on a le choix de ne pas suivre sur Twitter le crétin crapuleux qui nous énerve. C'est une question de responsabilité aussi, tout simplement. Et puis, est-ce que collectivement on est plus con? C'est pas certain, on n'a jamais été aussi éduqués, tous autant qu'on est. La culture n'a jamais été aussi accessible. Là, il y a un téléphone, en appuyant dessus, 2-3 clics, vous avez les plus grands philosophes, vous avez les plus grands artistes à portée de clic gratuitement. Jamais la culture n'a été aussi accessible. Le prix à payer, c'est que la connerie n'a jamais été accessible, à ce point également. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a autant de gens qui sont soucieux du droit d'autres personnes qu'ils ne rencontreront jamais. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se soucie de ce qui se passe vraiment en Afrique, de ce qui se passe vraiment chez les pauvres. On se soucie des droits des minorités. C'est la première fois qu'on se soucie autant des droits des femmes. On est à ce point vigilant sur l'homophobie, l'antisémitisme, etc. etc. C'est pas parfait, tout le monde n'est pas un ange. Mais c'est la première fois que, officiellement, ça devient quand même des valeurs institutionnelles et communes. Peut-être que c'est un écran de fumée qui n'a pas grand-chose derrière, je ne veux pas être pessimiste. Mais en tout cas, c'est la première fois quand même, mine de rien. Donc, peut-être pas trop incriminer la période qu'on vit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Anne Muxel, qu'en pensez-vous? Oui, juste pour rebondir, si je me mets dans la peau effectivement de ces jeunes qui disent ok, boomer, ok, effectivement, on n'a jamais été confronté à autant de savoir, de possibilités d'accès à la connaissance, à la réflexion. Voilà, on a effectivement un niveau d'éducation bien supérieur à celui qui existait avant, mais on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on a beau avoir toutes ces connaissances, notamment quant aux périls encourus par la planète, quant aux risques du réchauffement climatique, quant aux problèmes environnementaux qui se posent. On a dépassé des points de non-retour, certains le disent, mais on y va quand même, on va quand même dans le mur. Donc les jeunes, justement, voilà, au travers de cette expression, ok boomer, va te faire voir, on ne croit plus, et puis voilà, cède la place, parce que nous, on veut mettre en place un autre monde. Voilà, ils expriment aussi quelque chose qui est de l'ordre, mais comment cela est-il possible alors que l'on a toutes ces connaissances, que les scientifiques nous alertent, et bien pourtant vous, les politiques, vous continuez à nous emmener dans le mur. C'est un bon exemple de... Oui. Moi, quand j'étais jeune, on disait, mais vous les vieux, vous nous emmenez dans le mur avec la guerre froide. On va tous crever. Un jour, il y a un abruti, ivrogne, ça va être, je sais pas, hein, il va appuyer sur le bouton, bah, l'autre il va dire, bah, faut que j'appuie aussi, et voilà, au revoir. C'était ça le monde qu'on nous promettait. Et si les réseaux sociaux avaient existé dans les années 30, on nous aurait dit, mais attendez, vous nous emmenez dans le mur, là, avec Hitler, vous faites quoi? Et on y va quand même. Même chose en 14, même chose pendant la guerre napoléonienne, pendant les guerres de religion, tout le temps, il y a une génération qui aurait dit, attendez, vous nous emmenez où là? Attendez, nous, on arrive, vous allez voir ce que vous allez voir, on va régler ça. On a connu ça avec les surréalistes, on a connu ça avec Dada, qui disait surtout, votre monde, vous avez vu quel carnage ça a mené, c'est terminé de nous, attendez, on détruit tout ça. Bon, voilà, les punks, c'est ça, le futur, attends, je ne veux pas de ton truc là. Oui, c'est vrai, mais enfin, ça, ce serait rien de nouveau sous le soleil, quoi. Là, il y a quand même des choses, en tout cas ces jeunes-là, ils disent que non, il y a des choses nouvelles. Ce point de non-retour
par rapport à l'écosystème de la planète. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que voilà, on doit, les humains ont mis en place la possibilité finalement de détruire leur planète en utilisant beaucoup plus de ressources que ce que la planète peut finalement en donner. Donc il me semble que, bien sûr, que cette querelle, je dirais, cette guerre des générations, et que chaque époque a eu ses menaces à l'échelle effectivement du temps historique et de l'expérience des sociétés propres à chaque époque, mais il y a quelque chose sans doute aujourd'hui de plus radical, de plus dangereux, de plus fort, et du coup il y a cette impatience que l'on sent bien d'ailleurs dans les populations, une sorte de colère, mais aussi cette colère mêlée de désarroi du reste et de fort pessimisme porté par les jeunes aujourd'hui. Je suis d'accord à la fois sur les menaces spécifiques que l'on vit, et puis sur les promesses, notamment des nouveaux outils, mais l'affrontement entre jeune con et vieux con, il a toujours existé, c'est la chanson de Brassens. Et elle reste tout à fait pertinente. Issue de Molière, le temps ne fait rien à faire. Voilà. Donc je crois que et de la même manière pour ce que vous disiez, Jean-François, c'est vrai que les promesses offertes par les smartphones, par l'accès à Internet, c'est merveilleux, mais pour travailler sur le temps long de l'histoire des médias, à chaque fois qu'il y a une révolution médiatique, une révolution des supports, une révolution comme ça dans l'accès au savoir, on a l'impression que le monde meilleur va arriver. C'était comme ça au moment de l'avènement de la presse, puis au moment où elle se diversifie, où elle se développe, donc au moment de la période révolutionnaire par exemple, on pensait que les feuilles volantes comme ça allaient permettre de vulgariser le savoir et de renverser tous les pouvoirs. Et on constate qu'avec l'avènement d'Internet, on a eu exactement la même chose, c'est qu'on a cru qu'on entrait dans une ère d'horizontalité. Il n'y aurait plus besoin comme ça de hiérarchie entre politiques, journalistes, et n'importe qui pourrait intervenir. Maintenant, tous les médias en sont revenus, ça, parce qu'on a bien vu qu'on ne pouvait pas mettre toutes les paroles sur le même plan, c'était la porte ouverte à toutes les dérives, et de la même manière, on a bien vu que les médias, ils sont ceux que l'on fait toujours. Une technique en elle-même, elle est neutre. Elle peut être mise au service du meilleur comme du pire. Et rappelez-vous des printemps arabes, on pensait que Twitter, que les nouveaux médias allaient permettre d'apporter la démocratie dans les pays du Maghreb, et évidemment pas été le cas. À chaque fois qu'on croit que la simple existence d'un nouveau média, d'une nouvelle technique, de nouveaux supports va nous amener à un monde meilleur, eh bien, malheureusement, cette promesse s'estompe. Donc j'aimerais que ce soit juste. C'est vrai que ça peut être mis au service d'une vulgarisation, qu'on a un accès au savoir, tout ce que vous avez dit est juste, mais malheureusement, ça peut aussi être mis au service du pire. Et on sait très bien que toutes les dictatures, et même aujourd'hui les GAFA, qui exercent aussi une forme de contrôle et de tutelle très dangereuse, peuvent mettre ces belles inventions au service du pire. On parlait tout à l'heure donc de problèmes d'enjeux, notamment l'enjeu climatique, on parlait des citoyens qui s'investissent, de la colère aussi très forte, on l'a vu par exemple avec les Gilets jaunes. Comment se fait-il, quand on est en démocratie, que ça ne se reflète pas dans les urnes, que les gens continuent à rejeter finalement ce système démocratique qui pourrait permettre d'élire des personnes qui seraient en accord avec ces convictions-là? Comment vous expliquez ça, vous qui avez étudié notamment la jeunesse? D'abord, il y a une telle défiance, un tel niveau de défiance politique. Aujourd'hui, une crise de la démocratie représentative, vraiment voilà, une très grande distance ressentie par les citoyens envers leur représentation politique, la classe politique qui est normalement chargée de les représenter. Que effectivement, eh bien, ça impacte le rapport au vote, et que l'on observe maintenant depuis une trentaine d'années une augmentation de l'abstention, quelles que soient les élections. Il y a d'ailleurs dans le livre un chapitre consacré à cette montée de l'abstention. Voilà, donc la défiance est un élément qui vient entraver l'acte électoral et la confiance que justement les citoyens peuvent avoir dans le fait que leur voix, leur choix électoral peut participer au changement. C'est-à-dire que, voilà, sans doute qu'aujourd'hui, on croit très peu, finalement, que la classe politique, les politiques, sont dans la capacité de changer quelque chose, non seulement au sort des citoyens individuellement, mais aussi au sort collectif. Et ça, c'est très embêtant, parce que c'est un péril
pour nos démocraties. Bon, c'est peut-être pas l'objet là d'en parler, mais cette défiance politique et ce mouvement de déconsolidation démocratique que l'on observe justement dans le renouvellement générationnel, parce que c'est encore plus marqué dans les jeunes générations, cette défiance est encore plus importante. Et donc du coup, l'idée même que porte la démocratie, eh bien, peut se trouver justement entravée, entamée, discréditée, et à ce moment-là, des régimes justement autoritaires, des régimes dictatoriaux, d'autres types voilà, d'interventions politiques peuvent advenir. Donc là, on est au cœur d'un problème très, très important. Oui, Annie Mixel explique très bien dans le livre que justement on pourrait s'attendre à ce que les jeunes défiants à ce point vis-à-vis du pouvoir politique s'engagent, se retroussent les manches et disent bon bah ok, je vote, je m'engage en politique, je vais changer le système de l'intérieur. Mais pas du tout, ils sont politisés autrement, comme vous le dites. Ça se manifeste par l'abstention, une abstention sporadique, des marches, des choses comme ça, des manifs, et encore pas toujours. Donc c'est une espèce c'est presque un brouillon, ils cherchent quelque chose d'autre. Donc c'est pas seulement une défiance vis-à-vis d'une classe politique qui voit la télé et qui les voit venir avec leur gros sabots, c'est à l'égard du système même, il y a un scepticisme vis-à-vis de la démocratie elle-même. Je pense que dans le moment des Gilets jaunes, notamment, on a vu apparaître de nouvelles formes d'expression très intéressantes. Et le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, c'est aussi le besoin d'une vitalité démocratique, des gens qui souvent venaient de province, qui avaient le sentiment de ne pas être entendus. Le mouvement est clairement né d'ailleurs d'une révolte girondine contre l'État central, contre des mesures liées à la vitesse, et puis contre un sentiment plus généralement d'être oublié par Paris. Et donc il y a eu besoin de se ressaisir de ce débat démocratique qui est beaucoup passé par les médias alternatifs, par Facebook notamment, et pas par Twitter. D'ailleurs, ce qui est très intéressant sur l'évolution de Facebook, qui est de médias plutôt dominants et à une image désormais de médias alternatifs, alors que Twitter, c'est le média institutionnel des journalistes, des politiques, des universitaires, où les Gilets jaunes étaient très peu présents, en tout cas au départ. Et en revanche, il y a eu des centaines de groupes qui sont nés sur Facebook, qui représentaient les Gilets jaunes, et qui étaient passionnants. Il y a vraiment un besoin, c'est l'expression d'un souffle démocratique qu'il faut respecter, et de gens qu'il fallait entendre. Le problème, c'est toujours le cas quand il y a comme ça une volonté de contester les médias dominants et les discours dominants, c'est qu'on peut verser dans l'erreur, dans le complotisme. Et on sait qu'il y a eu énormément de fake news, il y a eu énormément de complotisme. Le rôle de quelqu'un comme Eric Schwartz, qu'on a retrouvé sur ces groupes Facebook, qui était très proche des Gilets jaunes et qui est quelqu'un qui est négationniste. On a maintenant une idée assez précise de qui est ce personnage. Il est apparu au moment du référendum de 2005 et là il est revenu en pleine lumière au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et le risque, c'est de faire confiance à des leaders d'opinion comme cela qui peuvent amener vers le pire. Donc, il y avait des choses très intéressantes chez les Gilets jaunes, et notamment on a pu voir, même si ce n'est pas du journalisme, c'était un journalisme de rue, c'était un journalisme de l'inventivité, mais qui mérite le respect. Par exemple, il y a un groupe Facebook qui était dirigé par un personnage, un jeune homme qui s'appelle Gabin Formon, qui n'a pas du tout de formation de journaliste et qui a fondé donc, ce groupe Vécu et qui était au cœur des manifestations et qui a fait parfois un vrai travail de journaliste plus vite que la presse et plus efficacement que la presse, y compris contre les intérêts des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il avait notamment démenti en direct une rumeur qui circulait lors d'un des actes des Gilets jaunes, disant qu'une vieille dame, une retraitée belge, donc c'était très précis, était morte sous les coups des policiers. On était en pleine découverte de ce qu'était l'ampleur des violences policières contre les Gilets jaunes, et donc ça a tombé parfaitement. Et il a fait un travail en direct, puisqu'il se filmait donc, en conversation avec d'autres intervenants. Il a remonté le fil de la rumeur, c'était typiquement un travail journalistique, et à la fin de la journée, il a pu dire sur ce groupe, à tout le monde, eh bien non, c'était une fausse rumeur, c'était d'abord quelqu'un qui a menti, et puis après, ça a pris, comme toujours dans la trajectoire d'une rumeur, une place énorme, et par souci, ça convenait à ce qu'on avait envie d'entendre à ce moment-là. Et donc, il est allé à contre-courant de ce que son public avait envie d'entendre. Ça, c'est un travail remarquable, ce qui prouve à quel point, au sein des groupes Facebook des Gilets jaunes, il y a eu le meilleur et le pire, parce que des gens comme Maxime Nicole ont brassé, et ils continuent à le faire d'ailleurs, les pires rumeurs complotistes, et il y a des gens qui leur ont fait confiance, mais il y a eu aussi des gens, notamment Gabin Formon, alors
parfois il a dérivé vers plus de radicalité, mais il faut saluer aussi ce qu'il y a eu d'inventivité, et ça a amené d'ailleurs la presse à se remettre en question, à se demander s'il n'y avait pas un problème. La PQR, donc la presse quotidienne régionale et départementale, s'est interrogée sur son mode de recrutement, sur sa présence dans beaucoup de villes, où en fait, de petites villes, où elle a progressivement, que ce soit même Radio France, fermé des antennes, et puis la presse, il y a des journaux régionaux qui ne paraissent plus ou qui ferment des antennes. Donc les Gilets jaunes avaient le sentiment d'être ignorés des médias. Et parfois c'était vrai. La presse quotidienne régionale a perdu 10% de ses effectifs en 10 ans, ce qui est considérable. Et on s'interroge désormais sur la diversité de la formation des journalistes, sur le moyen de retrouver finalement ce lien avec le public. Donc les Gilets jaunes ont obligé, malgré leurs conneries, parfois, c'est leur constat nuancé, ils ont obligé la presse à se remettre en question, et ça c'est une excellente chose. Vous parliez de la presse, justement, est-ce que c'est pas un des leviers, enfin, un des outils importants, vraiment fondamentaux dans la démocratie pour lutter contre donc, les fausses nouvelles, contre la connerie, contre les inexactitudes et derrière ce qui peut occasionner de la violence? Est-ce que là, on n'est pas aussi au cœur d'expliquer pourquoi aujourd'hui il y a cette défiance des citoyens envers le politique et envers les médias? Parce qu'il n'y a pas une façon d'amalgamer un petit peu le politique, les médias, on parle de le parti médiatico-politique, enfin, on fait beaucoup là-dessus en ce moment, notamment du côté des populismes, pour mélanger un peu tout ça, alors que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, peut-être de poser des questions sur le financement de la presse, si les citoyens veulent vraiment être informés de façon indépendante, et sur aussi la responsabilité de savoir qu'il y a encore du pluralisme dans ce pays et que les gens sont responsables, vous le disiez tout à l'heure, de comment s'informer, et justement pour ensuite pouvoir voter en conséquence et avoir un relais aussi de leurs paroles. Est-ce que c'est pas ça aussi un des éléments de ce débat sur la connerie? Bien sûr, c'est-à-dire que pour avoir une presse qui ne prenne pas les gens pour des cons, qui les prenne pour des individus responsables et qui donne donc un journalisme de qualité, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit indépendante et en même temps qu'elle ait les moyens de cette indépendance. Et c'est très difficile. Alors, là encore, je crois qu'il faut vraiment nuancer. Il n'y a rien de pire que le rêve d'une pureté de la presse. Et ça, c'est quelque chose, une erreur qu'ont commise beaucoup de gilets jaunes avec tous ces... Vous savez, on voyait des montages montrant les milliardaires qui contrôlent les médias. Alors, soit c'est les milliardaires, soit c'est l'État. Donc vous êtes une esclave d'Emmanuel Macron, mais le Figaro est un esclave de Dassault. C'était ce discours systématique. Évidemment que ce n'est pas le cas. Alors, il y a des gens, des manias de la presse comme Vincent Bolloré, qui sont réputés, et on le voit malheureusement notamment sur CNews, à quel point ça peut amener des dérives dans le traitement médiatique et la surreprésentation d'une parole d'extrême droite en particulier, pour le dire clairement. Donc ça, c'est des gens qui interviennent, mais on sait par exemple que la rédaction du groupe Le Monde, c'est Le Monde, mais Le Monde a perdu son indépendance en 2010 aussi, mais il a encore, et je crois qu'il conservera, les moyens de, même s'il y a Xavier Niel, Mathieu Pigasse et maintenant Kretinsky, le milliardaire tchèque, dont le rôle est un peu nébuleux, on voit bien que le Monde se bat pour conserver son indépendance. Donc si vous voulez, il y a une responsabilité du public, si on ne veut pas être pris pour des cons, il faut lire la presse et il faut l'acheter. L'erreur qu'on a faite au moment du basculement vers Internet, c'est de faire croire, ça c'était vraiment une connerie pour le coup, que l'information pouvait être gratuite. L'information, elle a un coût, donc elle doit avoir un prix. Et si vous ne la payez pas, c'est que c'est vous le produit. C'est comme dans les boîtes de nuit, c'est gratuit pour les filles, mais c'est parce que c'est elles qui amènent la clientèle. Enfin, désolé de dire là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On sent du vécu là. Voilà. Je pense que c'est assez universel. Et donc c'est la même chose. Quand vous êtes les otages des annonceurs, quand vous consommez de la presse gratuitement, on vend vos données et de toute façon vous payez. Et vous perdez votre liberté. Donc il faut acheter la presse. C'est le seul moyen d'avoir une information de qualité qui nous respecte en tant qu'individu, qui ne nous prenne pas pour des cons. Au niveau justement de l'information, comment expliquer aujourd'hui qu'il y ait autant de médias aussi alternatifs, entre guillemets, de blogs, on va dire de barons d'Internet, qui aient une aura absolument extraordinaire du type de Juan Branco, de genre de personnages, qui sont beaucoup plus vus comme crédibles par de nombreux citoyens que
journalistes professionnels. Où est-ce que ça a basculé là? Vous qui êtes psychologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait qu'on fait plus confiance à des personnes qui tiennent des blogs ou qui prétendent dire la vérité que de gens qui sont payés pour essayer de justement faire la part des choses, vérifier les informations, enquêter? On fait confiance aux gens qui nous ressemblent. Si moi je suis hors du système, je ne suis pas dans la rédaction, je suis en province chez moi, je vais faire confiance à quelqu'un qui est dans son coin, au Robin des Bois, au rebelle face à tout le monde. Je veux dire, lui, il est crédible. C'est pas un esclave, il est indépendant. Mais de toute façon, vous savez, il y a aussi, nous on est rabat-joie en psycho, on appelle ça le biais de confirmation aussi. Le biais de confirmation, ça fait que vous ne lisez, vous ne vous informez qu'auprès de ce qui vous chante. Si je suis de droite, je vais plutôt m'informer en lisant le Figaro. Si je suis de gauche, je vais plutôt lire Libé, par exemple. Alors que si je voulais vraiment m'informer, j'irais les deux. Et peut-être je ferais confiance plutôt à un troisième. Mais vous voyez, on a envie d'écouter celui qui nous ressemble, qui ne nous demande pas trop de remise en question, pas trop de... Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment on est en pleine, avec la crise du Covid, on ne sait plus trop à quel sens se vouer, parce que les politiques disent tout et son contraire, les médecins aussi, les gens qui sont censés incarner l'autorité et le savoir se disputent en place publique. Alors on se dit, à qui je fais confiance, moi? Dans le doute, je fais confiance à celui qui me demande le moins d'efforts. Voilà. Il y a un type qui dit non, il ne faut pas mettre le masque. Franchement, il faut être con pour mettre un masque. Franchement, nous quand même, on le ferait rigoler. Et ben voilà, j'ai pas envie de mettre mon masque, j'écoute celui qui dit qu'il ne faut pas le mettre. Dans une situation d'incertitude, je vais au plus économique. C'est triste, peut-être, enfin on fonctionne tous un peu comme ça. Et sur les comportements, on prenait cet exemple du masque, est-ce qu'on a pu établir, vous qui étudiez particulièrement le comportement de la jeunesse, des résistances différentes suivant les générations, ou est-ce que sur ce genre de sujet-là, justement, il n'y a pas de guerre de génération? Est-ce qu'on a pu étudier? Oui, enfin, les jeunes se retrouvent très souvent incriminés en ce moment, responsables effectivement de la circulation à nouveau du virus, car ne respectons pas les fêtes étudiantes, au travers des fêtes étudiantes, des rassemblements, relâchant davantage les gestes barrières que les autres. Évidemment, être jeune suppose un style de vie et un type de sociabilité que n'ont pas, par exemple, forcément les personnes plus âgées. Mais si l'on en juge, en tout cas, si l'on en croit, les sondages, les enquêtes qui sont menées en ce moment et qui scrutent de façon assez précise les comportements, si on considère que les sondages ne sont pas des conneries ou ne racontent pas des conneries, on est frappé de voir que finalement, les jeunes, certes, acceptent un peu moins, mais très majoritairement, ils acceptent les recommandations et les mesures qui leur sont demandées, le port du masque, les gestes barrières. Ils sont prêts aussi, même s'ils ont probablement beaucoup plus souffert du confinement que des classes d'âge plus âgées. Mais si on leur demande aujourd'hui s'ils sont prêts à être reconfinés, eh bien, une majorité d'entre eux disent que oui. Donc, en fait, on voit que malgré tout, les jeunes ont intériorisé aussi une forme de danger aussi pour leurs proches. Ils ont des parents, ils ont des grands-parents, donc ils sont aussi conscientisés au travers de cela. Il y a d'ailleurs des spots du ministère des Solidarités et de la Santé qui sont extrêmement anxiogènes. Tu vas retrouver ta grand-mère, mais surtout, ne l'approche pas. Enfin, vous avez tous vu ces spots où la grand-mère se retrouve effectivement en réanimation. Donc tout ça, il faut bien voir que ça finit par... on n'a pas encore le recul, mais je pense que ça frappe beaucoup les consciences, l'imaginaire, et donc les jeunes ne sont pas si cons que ça, et si irresponsables que ça quand même. Donc en tout cas, la crise sanitaire Covid-19, au début, on a beaucoup entretenu cette histoire de fossé, de guerre de génération, d'incompatibilité, mais je crois que quand même, il y a beaucoup plus de solidarité et de conscience qu'on ne croit de leur part. Et sur le message politique qui est envoyé sur cette histoire des masques quand même, est-ce que là on n'a pas un cas d'école sur, on va dire, les difficultés de prise de décision politique, d'assumer une pénurie de masques, de dire ensuite aux citoyens la réalité de la situation? Comment vous analysez-vous cette situation-là? Comment on en arrive justement à dire tout d'abord il ne faut pas porter de masque,
pour ensuite presque traiter de cons ceux qui ne veulent pas les porter. Exactement. Ouais. Alors, il faut être nuancé parce que la semaine dernière, aux Assises du journalisme à Tours, Adam Nociter, qui est le correspondant du New York Times à Paris, a fait une présentation pour dire que, contrairement à l'image que l'on en a, le pouvoir politique en France n'a pas été si défaillant que cela. Si on compare à ce qui s'est passé ailleurs, il estimait que c'était pas si mauvais que Aux ça. États-Unis, par exemple. Voilà, il avait l'exemple américain en tête, mais même il est comparé à l'Angleterre, et même finalement par rapport à l'Allemagne. Alors, bon, là, pour le coup, je suis moins convaincu. Mais effectivement, il y a eu des fautes de communication majeures face à un désastre sanitaire, et je crois qu'il y a un problème là, spécifique de la Macronie, pour le dire clairement. Déjà, j'avais, comme beaucoup de spécialistes des médias, j'avais été très surpris quand Emmanuel Macron a choisi de nommer Sibeth Ndiaye porte-parole de l'Élysée. Non pas, je ne doute pas des compétences de Sibeth Ndiaye, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elle était chargée de la communication. Et ça ne va pas du tout de soi de passer du rôle de communicant, qui est un rôle de l'ombre, et où on assume de mentir, souvent sans le dire. Le modèle de tous les communicants, c'est Jacques Pilan, on en parle un peu dans notre entretien, qui était communicant de Mitterrand, et qui méprisait la population et qui méprisait les journalistes. Sa grande phrase, c'était « qu'est-ce qu'on a en magasin ?» Choisissait en fonction de l'événement qu'il voulait créer, tel média, tel journaliste. Et donc François Mitterrand et Jacques Pilan, ensemble, nous ont pris, les gens des années 80, j'étais déjà de ce monde, a tous été pris pour des cons parce qu'ils estimaient qu'il fallait manipuler. Et ils l'ont très bien fait, mais sans jamais le dire. Personne ne connaissait le rôle de Jacques Pilan. On a appris son existence et le rôle qu'il avait réalisé qu'après le départ, la fin du deuxième mandat de François Mitterrand et au début du premier mandat de Jacques Chirac, puisqu'il est devenu aussi le communicant de Jacques Chirac. Et il a marqué, il a quasiment créé ce métier à lui tout seul, de spin doctor, comme on l'appelle en Angleterre, et tout le monde s'inspire de lui. Mais l'erreur qu'ont fait les conseillers d'Emmanuel Macron, c'est de le dire. Jupiter, ça vient, c'est le mot qu'avait fabriqué Jacques Pilan pour dire ce que devait être le président de la République, c'est-à-dire hiératique, à distance, qui ne descend de l'Olympe que lorsqu'il l'a décidé dans les conditions qu'il a lui-même fixées. Et ça fonctionne si vous ne le dites pas. À partir du moment où Emmanuel Macron a parlé, où surtout Sibeth Ndiaye a dit qu'elle assumait dans l'Express, elle avait dit ça, j'assume de mentir pour protéger le président, vous rendez votre parole suspecte. Et si cette personne-là, après, devient porte-parole, c'est-à-dire qu'elle est chargée de la transparence alors qu'elle était chargée de l'opacité, ça ne peut pas marcher. Et en plus, survient la pire crise sanitaire qu'on ait connue, tous avec le masque, on sait qu'on est dans une période encore extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il faut avoir de la modestie aussi vis-à-vis de problèmes que les responsables politiques ont eu à traiter. Mais je crois qu'elle n'était pas la bonne personne à ce poste-là, compte tenu de ses fonctions antérieures. Et elle a continué à faire ce qu'elle avait fait comme communicant, c'est-à-dire qu'elle a menti. Elle a menti en prenant vraiment les gens pour des abrutis, en disant que ça ne servait à rien de porter un masque, ça pouvait même être dangereux, qu'on ne saurait pas le porter, etc. etc. C'était catastrophique comme discours. Et moi, c'est là que je défends la presse, parce que j'avais très peur au début de cette crise. Très souvent, lorsqu'il y a une crise sanitaire ou une crise militaire, on somme, et parfois le public lui-même, somme les médias d'épouser le discours officiel, au nom de l'unanimité nationale. Ça s'est passé dans la Première Guerre mondiale, ça s'est passé dans Tchernobyl, au moment de la guerre du Golfe, très souvent. Et cette demande vient souvent du public lui-même. Et le public, après, va se retourner contre la presse, auquel il ne pardonnera pas, justement, d'avoir épousé ce discours officiel. Et on a vu cette demande apparaître. Je me souviens d'une émission, c'était lancé dans l'air, et c'était un politologue très connu qui s'appelle Roland Quérol, qui, au moment où la première journaliste, une grande journaliste du monde qui s'appelle Ariane Chemin, que vous connaissez tous, celle qui a révélé notamment l'affaire Benalla, venait d'avoir les confidences de l'ex-ministre de la Santé, et qui disait que la crise n'avait pas été du tout préparée, qu'elle avait tout dit dès le mois de janvier au président, au Premier ministre, et qu'on s'était aperçu qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de texte, qu'on était complètement désemparés. Et elle disait ça au lendemain de ce premier tour des municipales, et Ariane Chemin, même si c'est vrai que c'était des confidences sous le coup de la déception politique, a choisi, et je pense qu'elle a bien fait, de le dire dans les colonnes du Monde. Et là, Roland Quérol, comme d'autres, on dit c'est pas le moment, on est dans un moment de crise nationale, il faut qu'on soit tous soudés, tous unis, donc Ariane Chemin n'a pas fait son travail. Et heureusement qu'Ariane Chemin a dit ça. Et heureusement que par la suite, Mediapart, Libé, Le Monde ont révélé comment on avait eu un mensonge d'État sur les masques. Aujourd'hui, on a tous des masques, on peut en changer plusieurs fois par jour. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, le choix qui a été fait, et on le sait tous maintenant, c'était de faire comme si on n'en avait pas besoin. Je crois que là, ce mensonge d'État, ce mensonge à la fois dans le
le fait de dire non, non, il n'y a pas de problème de masque, et puis double mensonge, en fait, on n'en a pas besoin, a été catastrophique pour l'image de ce gouvernement et pour l'image de la parole politique en général. Est-ce qu'à travers justement ce que vous venez de mettre en avant, le rôle d'une journaliste comme Ariane Chemin, qui a révélé donc, cette histoire, et le commentaire donné par un éditorialiste, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une différence à faire entre le journaliste de terrain qui va chercher les informations, qui va les recouper, qui va prendre du temps pour donner les choses qui sont vérifiées, et justement le rôle d'éditorialiste qui parfois sont déconnectés de la réalité. En préparant cette table ronde, je vous citais Christophe Barbier qui, dans un entretien au JDD, à une rencontre avec le lecteur du JDD en 2017, disait « Se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste ». Il revendiquait le fait de ne jamais aller dans la rue, c'est dangereux, il y a des virus qui traînent, pourtant c'était avant le Covid, et donc il revendiquait le fait d'être dans une tour d'ivoire et de ne pas dialoguer avec la population. C'est complètement contraire à tout ce qu'est l'histoire de l'éditorial. L'éditorialiste, c'est un poste éminent dans le journal depuis le 19e siècle, mais souvent on représente la rédaction et pas simplement soi-même, et il s'agit d'avoir un discours en toute connaissance de cause. Le journalisme, c'est le contact avec la réalité. Alors après, il y a du journalisme d'information, du journalisme d'opinion, mais même le journalisme d'opinion, il ne se construit pas du haut d'une tour d'ivoire, c'est impossible. Donc effectivement, ce qu'il faut plébisciter, c'est le journalisme de reportage, c'est le journalisme d'investigation, et je suis rassuré quand je vois les jeunes étudiants en journalisme, pour qui les modèles, c'est plutôt Florence Aubenas ou Ariane Chemin que Christophe Barbier. Christophe, si tu nous regardes. Jean-François Marneau, justement, sur cette déconnexion qu'il peut y avoir, est-ce que c'est pas là aussi une des clés des problèmes qu'on a aujourd'hui entre citoyens et politiques, quand il y a, c'est quoi? Alors c'est un narcissisme surdimensionné de la part de certains gouvernants, c'est des attitudes parfois condescendantes, voire méprisantes qu'il y a pu y avoir. On a eu dans le discours politique ces dernières années, et notamment d'Emmanuel Macron, des phrases qui ont été très blessantes envers les citoyens. Est-ce qu'il y a là, c'est de l'ordre de la psychologie? On est où là, quand on est dans ce divorce entre citoyens et politiques? Oui, il y a beaucoup de recherches en psychologie sur les effets du pouvoir. Alors, je ne parle pas du pouvoir qu'on peut avoir au niveau local quand on est conseiller municipal, mais plus on va haut dans la hiérarchie du pouvoir, plus on est transformé. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus entouré de flatteurs, vous avez de moins en moins de temps pour dormir. Ça, c'est rien que ça, c'est déjà pas brillant. Et vous avez très vite l'impression que oui, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes appelé à autre chose. Vous vous baladez tout le temps avec un chauffeur, avec des gens qui sont aux petits soins pour vous. Vous pouvez être en retard. Eux, non. Ils vont toujours vous sourire. Ils vont toujours vous saluer avec déférence. Les gens s'adaptent à vous. Voilà. Et le pouvoir désinhibe, apparemment. Apparemment, ouais, ces conditions-là, la fatigue, le fait d'être un mini-Jupiter ambulant en permanence, ça change quelqu'un et ça révèle, ça fait craquer le vernis de civilité qu'il a habituellement. C'est-à-dire que c'est une fripouille qui veut le pouvoir, pour écraser les autres. Ils ne sont pas tous comme ça, mais ça existe. Eh bien, ça se voit. Ça finit par se voir et il l'assume. Suivez mon regard, suivez mon doigt. C'est vrai. Donc le pouvoir transforme les gens, désinhibe les gens. Et évidemment, vous vous dites mais c'est providentiel. Les autres sont restés sur le carreau, moi je suis passé. Ça ne peut pas être un hasard. J'ai forcément quelque chose à faire. Puis parfois vous apercevez que c'est mieux de rien faire. Et ce qui vous intéresse, c'est plus de conquérir le pouvoir, c'est de le garder. Et là, on tombe dans un travers qui est assez commun. Enfin, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui en parlent. C'est l'addiction au pouvoir. C'est-à-dire que plus vous en avez, moins vous voulez le lâcher. Un conseiller municipal, il peut dire, bon, écoutez, moi, je ne me représente pas, c'est bon. Le gars qui est au sommet de l'État, il peut avoir été viré quand un malpropre. Il peut avoir été en position de ne même pas se représenter. Il va dire, ok, je prends du recul, j'ai compris, je vais méditer. 2 ans après, il revient avec un livre en disant, j'ai compris. La première fois, je me rodais, excusez-moi. Mais là, alors là, avec l'expérience plus le recul, vous avez la chance que je sois là. Et en plus, je suis disponible, dites donc. Et c'est comme ça qu'on a des gens très intelligents, très honorables, qui ont un parcours honorable au sommet de l'État, qui disent j'assume les conséquences et je me retire de la vie politique. Puis
2 ans après, il revient à un plateau de télé, on dit bah, vous êtes pas retiré? Vous êtes pas retiré définitivement? Vous avez dit non, je n'avais pas employé définitivement. Et aujourd'hui, 18 ans après, il revient avec un livre pour dire mais je sais ce qu'il faut faire. On a envie de leur dire mais écoutez, je n'ai même pas envie de vous dire ce que j'ai envie de leur dire. Il y en a beaucoup comme ça, qui s'imaginent qu'on va remordre à l'absence. S'ils pouvaient se représenter à 90 ans, ils le feraient. Voilà. Et ils sont accros à ce truc-là, c'est un peu comme Aznavour ou Johnny qui n'arrivaient pas à faire leurs adieux. Ils disaient bon, je m'en vais. Puis 2 ans après, bon, cette fois, je m'en vais. C'est un peu ça, il y a une espèce d'ivresse, d'adrénaline qu'on a quand on est sur scène, quand on est rockstar, paraît-il. C'est un truc, quand on fait du théâtre, il faut le vivre pour le comprendre. Ben là, c'est ça, il faut le vivre pour le comprendre, on n'est pas comme les autres, bon sang. Quand on perd le pouvoir et que le téléphone ne sonne plus, on se dit c'est pas vrai. Ils n'ont pas compris. Mais heureusement, je dissiperai un jour le malentendu. Et sur cet attrait justement du pouvoir, est-ce que dans la jeunesse aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent, qui rêvent à être aux manettes, ou est-ce qu'on en est maintenant à d'autres manières de rêver d'exercer des responsabilités chez les jeunes que par des élections, par un parcours politique traditionnel? Bon là, de toute façon, c'est difficile de dire que tous les jeunes sont pareils et qu'effectivement, voilà, il y a un seul modèle de projection de soi ou d'eux-mêmes dans un engagement pour le pays au travers d'une carrière politique. Bien sûr qu'il y a sûrement des ambitieux et des jeunes qui veulent faire une carrière politique et aller jusqu'au plus haut sommet. Mais globalement, ce que l'on observe dans cette génération, c'est que quand des engagements, quand des mobilisations s'expriment, alors ça se fait plutôt dans une volonté d'horizontalité et avec le souci de ne pas désigner, y compris au sein de leur mobilisation et de leur mouvement, des leaders, des responsables. On l'a vu par exemple avec le mouvement Nuit debout. À ce moment-là, ils prennent le parti de effectivement refuser que quelqu'un incarne le mouvement, qu'un nom surgisse. Donc ils s'appelaient tous à l'époque Camille, dès l'instant où ils prenaient la parole. Et il y avait une sorte de volonté d'indifférenciation, effectivement, de cette représentation du mouvement qu'ils pouvaient porter. Donc là, on voit bien qu'il y a, en tout cas dans la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on retrouve des relents que l'on a trouvés déjà en 68 ou dans d'autres mouvements, bien sûr, mais peut-être plus marqués aujourd'hui, étant donné l'ampleur de cette défiance à l'égard des institutions politiques. Donc on retrouve cette volonté finalement de faire groupe, de faire masse, mais sans possibilité de laisser transparaître ou prendre le pouvoir justement à quelqu'un qui se détacherait de cette mobilisation et de ce groupe. Donc ça, je dirais que c'est plutôt une sensibilité pour les jeunes qui s'engagent aujourd'hui qui transparaît. Et puis je rajouterais que alors c'est pas forcément de la connerie, mais les jeunes savent très bien en jouer de cette connerie. C'est-à-dire que ils peuvent jouer au con aussi. Ils se moquent aussi de la connerie en eux-mêmes. Enfin, c'est à plusieurs deuxième degré, troisième degré. C'est-à-dire qu'ils savent très bien utiliser YouTube, utiliser les moyens numériques pour justement se moquer des politiques, pour créer des parodies, pour faire toutes sortes de mises en scène. Et donc là, en fait, en jouant au con et en dénonçant éventuellement la connerie, eh bien, c'est une façon aussi pour eux c'est une voie d'accès à des formes d'engagement, de politisation qui leur sont très, très particulières. Donc ils savent aussi rire y compris d'eux-mêmes. Voilà. Sur l'utilisation, la dérision de certaines paroles politiques par la jeunesse, il y a eu cette histoire de la manière dont les jeunes filles doivent s'habiller, par exemple, qui a été détournée par les jeunes filles et aussi les jeunes garçons. Il y a même des jeunes garçons qui sont mis en jupe, j'ai vu à Québec, pour montrer qu'en fait, cette histoire du nombril des jeunes filles, qui est devenue une affaire qui est vraiment montée dans les hautes sphères. Jean-Michel Blanquer a quand même parlé d'une tenue républicaine qu'il fallait avoir à l'école. Enfin, là, on peut dire peut-être que quelque part, cette connerie de vouloir donner une manière de s'habiller à toutes les jeunes filles a servi à réactiver un débat de fond en fait sur ce qu'est aujourd'hui la place des jeunes femmes, des jeunes filles, de remettre peut-être aussi au goût du jour
un combat des générations, même au sein des féministes. Donc finalement, à partir d'une connerie, parfois, on peut avoir droit à un débat qui n'en est pas, en fait, de la connerie. Oui, c'est-à-dire, mais ça c'est très emblématique de certaines mobilisations, effectivement, les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir d'un enjeu ou d'un détail, on peut penser que la question de la tenue vestimentaire, bon, c'est pas forcément un détail dans leur vie quotidienne, mais ça peut paraître un détail, mais finalement, eh bien, est porté comme cause de mobilisation collective. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce mouvement hashtag 14 septembre, c'est que ces jeunes filles, au travers de cette revendication de pouvoir s'habiller comme elles l'entendaient, d'abord c'est l'expression d'une forme de liberté absolue, de liberté de faire ce que l'on veut avec son apparence, et l'image compte beaucoup hein, dans la jeunesse justement, leur image et leur apparence. Donc, on peut dire une sorte d'individualisation maximale hein, de leur présence et de leur présence au monde, de leur apparence, au travers de comment je veux m'habiller, comment je veux me présenter aux autres. Et puis en même temps, c'était aussi une forme de mobilisation collective, de conscientisation collective pour dénoncer le sexisme. Et je trouve que ce mouvement, justement, la coalition finalement des deux, hein, cette tension entre à la fois une individualisation, je peux m'habiller comme je veux, et voilà, et je n'ai pas à obéir à une quelconque injonction de ce que pourrait être une tenue normale. C'était ça l'idée, la tenue normale. Souvent, les règlements intérieurs des lycées ou des établissements scolaires, c'est normal ou correct, qu'est-ce que c'est ? Mais en même temps, au travers de cela, eh bien, c'était aussi une revendication collective, une façon de participer collectivement à la question du refus du sexisme. Hein. Et donc, voilà. Donc, je trouvais que c'était de ce point de vue-là intéressant. Alors, je vais proposer maintenant, si vous le voulez bien, un petit moment d'échange donc avec la salle. Alors, l'idée étant bien sûr que nous gardons tous nos masques, même si bien, ça n'est pas pratique pour s'exprimer, hein, ça c'est clair, mais si vous voulez bien, donc, quand vous prenez la parole, vous levez et essayez de déclamer votre question. Voilà, donc voilà, les invités sont à vous, si vous voulez. Oui, monsieur ? Dans un ouvrage qui s'intitule Que faire des cons, un philosophe qui s'appelle, alors je ne suis pas sûr de son prénom, Maxime Robert. Non, Maxime Robert. François, c'est moi. Maxime Robert développe l'idée qu'à partir du moment où on dénonce une intolérance, donc une connerie, pour reprendre la définition que vous-même en avez donnée, on déclenche un effet miroir, puisque ça renvoie à nos propres certitudes et donc à notre propre connerie. Alors je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cette vision des choses, et à plus forte raison en politique, puisque on peut considérer que le débat politique consiste en partie à dévoiler les conneries de l'autre et donc de renvoyer à ses propres conneries. À partir du moment où on juge que quelqu'un est con, on est un petit peu soi-même. C'est un jugement à l'emporte-pièce, c'est une première approche. Il y a un truc qui nous saute aux yeux, qui nous déplaît chez cette personne, on n'a pas envie de se reconnaître en elle, on n'a pas envie d'aller plus loin. Mais c'est ce que je disais à Sophie l'autre jour au téléphone. Vous prenez le pire con de votre entourage, vous vous retrouvez coincé avec lui pendant 3 heures dans un ascenseur, et bien en sortant, ce sera un pote. Parce que vous aurez traversé une épreuve ensemble, vous aurez partagé des émotions ensemble, vous aurez pris le temps de parler, vous avez que ça à faire. Et vous vous serez dévoilé un peu plus intimement, et comme dans toute comédie humaine qui se respecte, vous apercevez à la fin que ce qui vous réunit est plus important que ce qui vous sépare. Vous revoyez votre jugement, et peut-être que vous avez appris un peu de ce con-là. Peut-être pas fait exprès, mais peut-être que vous avez appris un peu de lui. Donc oui, lorsqu'on juge que les autres sont des cons, on prend le risque de faire une connerie soi-même. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas, si je vous dédicace des livres tout à l'heure, je vais vous voir quelques secondes. Je ne peux pas prendre 3 heures pour rester avec chacun de vous et me dire « Ah, ils sont quand même géniaux, mes lecteurs. » Non, je pars du principe que vous êtes géniaux d'avance, puisque vous vous intéressez à ce que je fais. C'est peut-être une connerie de ma part. Non, oui, c'est comme ça des jugements à la porte-pièce qu'on ne peut pas réfréner au quotidien. On fonctionne comme ça, par automatisme, beaucoup plus qu'on vous l'imagine. Mais le tout est d'en être conscient.
convaincant ne vient pas de la façon dont on commence à éduquer les jeunes. À savoir, je vais prendre une grosse caricature, on a préféré s'inquiéter d'un statut de professeur des écoles plutôt que de donner des moyens pour avoir une formation plus individualisée, des élèves, en diminuant le nombre d'élèves par classe, qui permet en fait de leur apprendre l'esprit critique, de leur apprendre à analyser les choses et non pas à devoir avaler des recettes pour réciter ensuite à un bac en contrôle continu où il aura une bonne note parce qu'il est dans l'enseignement, enfin dans le bon lycée et que le bon lycée ne peut avoir qu'une bonne note. Je renonce énormément, à mon avis, à un problème de fond puisque le raisonnement, on l'acquiert difficilement tout seul, on l'acquiert par rapport à l'entourage et la façon dont notre entourage raisonne. Et de plus en plus, les enseignants maintenant sont cantonnés par des convenances de moyens qu'on ne peut pas mettre en place, par des convenances intellectuelles, il ne faut pas déplaire, il faudra encore moins déplaire, puisque maintenant on va être noté et primé par son supérieur hiérarchique, son directeur d'établissement, on va être réembauché pour les contrats courts par son directeur d'établissement, on en arrive à avoir un mode de pensée qui est standardisé, celui de passer partout et de ne pas déplaire. Donc sur l'éducation, peut-être à Nussel, hein. Là, franchement, je pense que c'est un commentaire voilà, qui n'était pas vraiment une question. Hein, donc, je ne vais pas me prononcer sur comment former, comment éduquer en fait à l'esprit critique. Voilà, justement. Et justement sur les ressorts qu'on a aujourd'hui pour voilà, lutter contre la chronique. Michel parlait d'éducation à l'esprit critique, c'est absolument indispensable, mais c'est parfois ce qu'on reproche aux jeunes, justement. Alors, ils sont critiques, ils croient en rien, ils croient en personne, ils se méfient de tout. Encore heureux. On leur a appris à faire ça. En philo, en terminale, on vous apprend à penser par vous-même, en principe. À la fin, vous êtes censé penser par vous-même, après. Vous êtes censé, même dans les études scientifiques, vous faites attention, l'esprit scientifique, c'est ça, c'est le doute a priori. Alors après, le risque, c'est de tomber dans le doute systématique. De toute façon, je ne crois en rien tant ce que je crois moi. Bon, ça, c'est le risque. Mais tant que c'est un doute, on va dire, raisonnable, c'est à ça qu'il faut former, je pense. Je finirai mon propos par le souci de vérifier. Parce que douter, c'est une chose, mais le doute pour le doute, c'est rien. Par contre, quand on doute, pour vérifier et aller chercher la démarche de vérification, absolument. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'éducation aux médias. L'éducation aux médias est très importante pour ça. La meilleure définition de l'enseignement, c'est de faire passer les jeunes du croire au savoir. Or, en fait, il y a énormément de personnes qui croient, qui ne cherchent pas à vérifier, et ils croient des choses qu'on leur annonce comme vraies. Et ils oublient le mécanisme inverse qui est de ne pas croire quelque chose et de ne pas le vérifier, qui revient exactement au même. Le problème des réseaux sociaux qui affectionnent les jeunes, alors, vous évoquiez tout à l'heure Juan Branco par exemple, qui plaît beaucoup à un certain public, et vous disiez qu'ils aiment se reconnaître dans quelqu'un. En fait, Juan Branco ne ressemble pas du tout à la plupart des jeunes. Il vient de l'école alsacienne, il vient d'un milieu très très protégé, et qui n'a rien de commun avec les gens auxquels il s'adresse. Il a fait partie de ces gens qui sont considérés comme l'un des leaders des Gilets jaunes, sans du tout leur ressembler sociologiquement. Donc souvent on s'identifie à des personnages qui en fait nous mentent. Donc je crois qu'une des solutions pour les jeunes générations, ça doit être l'éducation aux médias, qui est un grand mot. Mais c'est l'éducation à la confrontation des médias. Et vous le disiez tout à l'heure, Jean-François, il ne faut pas se contenter d'un titre, d'un média, même s'il nous ressemble, et s'il semble nous ressembler, parce que très souvent il y a des choses derrière. Il faut apprendre à manier plusieurs, et il y a de cette pluralité-là, de cette confrontation-là, que peut naître l'esprit critique. Et apprendre la démarche scientifique. Il y a avoir une démarche scientifique qui inclut l'histoire, la science, les médias, etc. C'est-à-dire une démarche de croyance et de vérification. Et ça, on n'a pas exemple. Je crois que le message est passé. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez un commentaire sur les paroles du président du Conseil général du Loir-et-Cher? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez nous le citer? Je suis même étonné que vous ne les connaissiez pas, puisqu'il a dit dans un entretien c'était une réunion de bureau, je crois qu'il était plus ou moins privé, il me semble. Et il a été enregistré par un de ses collaborateurs, et il disait que ses électeurs il y avait 80% de cons dans ses électeurs. C'est pas possible. Que s'ils pensaient qu'on leur mettait un œil sur le front, je crois que il a ça a duré assez longtemps. C'est la mauvaise communication, parce qu'on a le droit de le penser, mais on n'a pas le droit de le dire. Alors, ça a été repris par 3 médias nationaux. Enfin, non, il y a la République, il me semble Marianne et J'allais enchaîner. assez peu repris
Oui, je l'ai appris avant d'entrer dans cette salle, moi. Oui. Ouais, je pensais qu'il serait invité d'honneur, je suis désolé. Eh bien, justement. Oui, je voudrais revenir un instant sur la silhouette de la préface. Donc, je disais que je voulais revenir sur la silhouette qui nous fait face. On peut l'affubler de beaucoup de qualificatifs, pervers narcissique, apprenti dictateur, ignare. Mais est-ce qu'il est bon? Alors, dans votre bouquin, me semble-t-il, vous faites la distinction entre con et connard. oui, c'est vrai. Et moi, j'aurais tendance, personnellement, à penser que monsieur est un connard et qu'il est loin d'être con. Alors, repensons à Marion. Alors, Vous avez analysé le cas de Donald Trump. je ne voudrais pas être jargonnant, mais effectivement, c'est plutôt un connard. Alors pourquoi? Parce que, attention, connard, c'est asshole. Et c'est un terme qui est devenu scientifique pour ceux qui étudient la connerie aux États-Unis. Hein. Vous avez Robert Sutton, qui est professeur de management à Stanford, il parle de assholes, plutôt en entreprise. Vous avez Aaron James, qui est professeur de philosophie. Lui, il a la théorie des connards, des assholes theory. Les deux sont dans les livre, je vous y renvoie, c'est excellent. Et bref, oui, dans la typologie des cons, le connard, c'est le sale con. C'est-à-dire, c'est pas celui qui est bête, il peut être très très intelligent, mais il est tellement narcissique et tellement dénué d'empathie qu'il est prêt à vous broyer si vous êtes en face de lui. Et il ne se soucie absolument pas de la vérité. Là, on est en plein là-dedans. Mais vous savez, le titre du chapitre, c'est Donald Trump, est-il vraiment le pire? Parce que je ne voulais pas demander à Michael Berendt, qui est professeur d'histoire en Caroline du Nord, je ne voulais pas lui demander de me dire pourquoi Donald Trump était con. Je crois que bon, ça saute un petit peu aux yeux. Alors, ça aurait été du pléonasme. Mais par contre, est-ce que c'est le pire de tous? Parce que je disais tout à l'heure que les cons sont plus visibles. Ça se trouve, lui, il n'est pas pire qu'un autre, mais on le voit. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des tas de connards avant lui aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Le premier président à se faire traiter de con, c'était Andrew Jackson en 1829, 7e président des États-Unis. Les pères fondateurs ont dit non, ils étaient très bien. Mais alors avec lui, on commence à avoir les partis politiques qui se mettent en marche, les campagnes électorales d'aujourd'hui, et à avoir des gens qui ne sont pas du sérail. Et il était accusé d'être un analphabète, Andrew Jackson. Mais après, il y a eu des vrais connards. Par exemple, alors, il faut que je me souvienne de son nom, Cleveland, Grover Cleveland, élu en 1884. Ce type, la presse a révélé avant son élection qu'il a violé une femme, lui a fait un enfant, et puis il n'y a rien à voir. Il a été élu. Il était démocrate, c'était pas un méchant républicain. Il a été élu. Ça, c'est un comportement typique de connard. C'est Lyndon Johnson aussi, je crois, qui dictait son courrier en faisant caca au Sénat. Ça l'amusait beaucoup, donc son secrétaire était à côté, il était assis, et il dictait son courrier diplomatique. Et quand il faisait pipi, qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait son engin à tout le monde, disant, vous avez déjà vu ça? Lyndon Johnson. Alors, Trump, c'est un enfant de cœur. Et Johnson disait, je crois, disait d'un de ses successeurs, il disait que ce successeur était tellement con qu'il n'arrivait pas à péter et à mâcher du chewing-gum en même temps. Bon, vous voyez qu'on vole haut quand même. C'est des présidents des États-Unis qui ont eu le sort du monde entre leurs mains pour certains. Alors, Trump, est-ce que c'est le pire de tous? C'est pas le premier. N'en déplaise à son narcissisme, c'est pas le premier connard à la Maison-Blanche, probablement. Mais c'est un cumulard. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de connards de la Maison-Blanche qui ont été édictées par les historiens, par Michael Berendt notamment. Il y a les connards démocratiques, les connards plutocratiques, etc., etc., les connards mégalos. Et lui, c'est un peu tout. C'est une espèce c'est la cristallisation. La connardise qu'on peut rencontrer à la Maison-Blanche, il y a une petite facette de chaque, mais il n'est pas con du tout. À mon avis, il n'est pas con du tout. Vous avez vu le Covid, ce qu'il en a fait? Vous avez vu? On dit, ah, bien fait pour lui, tu vois, tu le méprisais, tu l'as. Eh bien, il revient, il dit, donc, en 2 jours, le Covid, paf, et c'est un don du ciel. Merci, je vais pouvoir donner à tous les Américains le même traitement. Il retourne la situation à son avantage pour son électorat. L'électorat ne compte que ça. Quel héros, il a terrassé le Covid, et en plus, il va donner le traitement miracle. Encore mieux que le Didier Raoult, hein. Attends, c'est le Régénéron, c'est ça que ça s'appelle? Donc voilà, il a ça. Si c'est pas du grand art, chapeau l'artiste. Je pense que la subtilité, c'est qu'il parie sur la connerie des gens. C'est-à-dire qu'il l'utilise très bien. Et
Mais il fait aussi des erreurs, justement, c'est l'hubris, c'est le péché de démesure. Dans ses entretiens à Bob Woodward, ça ressemble quand même un peu à ce qu'avait pu être le livre de David et l'homme pour François Hollande. C'est que là, il allait trop loin dans la révélation, justement, du mépris très profond qu'il a pour ce peuple qu'il est censé représenter. Puisqu'il a avoué à Bob Woodward qu'en fait, il savait depuis le départ que le Covid était extrêmement dangereux, que ça allait faire des centaines de milliers de morts, et qu'il avait donc menti sciemment à la population en pariant sur la bêtise des gens. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Et là, en tout cas auprès de son public, il ne s'est pas protégé, qui allait à ses propres meetings sans masque. Et je crois qu'il y a vraiment une distinction à établir. C'est vrai aussi en France. Je crois que les populistes, typiquement, c'est ceux qui parient sur la connerie des gens. Ils ne sont pas cons eux-mêmes. Ce sont des gens cyniques en fait. Et malheureusement, ce cynisme fonctionne très bien. Je dirais qu'il sait parfaitement jouer au con, justement. C'est l'anti-langue de bois. La langue de bois, j'occupe le terrain pour ne rien dire. Personne ne parle comme ça. Je vous propose un autre chemin, machin garde toute ma confiance, je condamne avec fermeté, je reste serein, laissez la justice faire son travail, tout ça. Personne ne parle comme ça, mais j'occupe le terrain, je fais croire que je suis important parce qu'on m'invite, mais j'ai rien à dire. Ou si j'ai quelque chose à dire, je ne vous le dirai pas. Donc je parle quand même. Et lui, c'est l'anti-langue de bois. Lui, il a toujours quelque chose à dire. Et ça clive. On est archi pour ou archi contre. Et de toute façon, vous pouvez faire tous les sommets mondiaux que vous voudrez. Vous aurez 25 chefs d'État. Il y en a 23 dont vous n'avez jamais entendu parler. Et de toute façon, c'est lui que vous allez suivre. Qu'est-ce qui va encore sortir comme connerie? Et tous les journalistes vont réagir en disant non, non, c'est pas ça. Il faut décrypter. Mais les gens ne veulent pas décrypter, ils veulent le croire. Et il le croit parce qu'il est hors système. Est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement justement dans le langage politique? Vous parlez de la langue de bois qui a quand même beaucoup servi à être élue pendant très longtemps. Et maintenant, en pensant que plus justement on en sort et plus on est outrancé, plus on arrive à être élu président des États-Unis, président du Brésil. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent quand on en sort, parce que le monsieur qu'on citait tout à l'heure, qui a dit que 80% de ses électeurs étaient des cons, ça c'était pas de la langue de bois. Est-ce que c'est préférable? Moi j'ai une question par rapport au président Trump. Est-ce que vous trouvez que c'est pas non, justement au-delà des mots le rapport à la vérité? Parce que moi je trouve que c'est un vrai problème par rapport à la question démocratique. Il désigne ses interlocuteurs, il désigne ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout à l'heure, parce que par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur le travail journalistique, il s'adresse à certains journalistes et pas à d'autres. Qu'est-ce que vous en comprenez de ce moment-là? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait, de l'utilisation du discrédit des médias. C'est vrai que les journalistes sont détestés, ce n'est pas un phénomène strictement français, et il a utilisé ça, c'est pour ça qu'il utilise beaucoup Twitter, donc en fait en contournant les médias mainstream et en utilisant son propre canal de communication, et sur ce canal, il est constamment en train de s'en prendre à la presse, tous les jours, et en accusant de fake news. Donc je crois que c'est une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie typique des leaders populistes, mais rappelez-vous la campagne de 2017 que nous avons vécue en France, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen utilisaient cette technique-là, François Fillon, après les révélations du canard enchaîné, et même Jean-Pierre Raffarin, un ancien Premier ministre centriste, vraiment pas réputé pour sa haine des médias, mais s'en est pris aux journalistes lors d'un meeting de François Fillon, et il les a fait siffler par les républicains, enfin les militants républicains. C'était assez incroyable, et même Emmanuel Macron, au lendemain même au soir du premier tour, à la Rotonde, vous savez, où commet justement sa première connerie en termes de communication, et pour essayer de gommer ça, lorsqu'il sort devant les caméras de quotidien, il accuse les médias. Donc lui aussi s'en prend aux journalistes. Donc c'est une technique de plus en plus répandue chez des leaders populistes et même des leaders plus centristes, qui utilisent cette technique parce qu'elle fonctionne très bien. Et la réponse que la presse doit donner, me semble-t-il, en tout cas c'est celle qui a été choisie par le New York Times ou le Washington Post aux États-Unis, c'est de miser sur la qualité. Alors évidemment, il y a une partie de l'électorat de Trump qu'on ne pourra pas atteindre. Il y a 30-40% de la population américaine, et peut-être malheureusement qu'il y a la même chose en France, qui de toute façon considèrent que les médias mentent et que la vérité ne peut venir que de leaders alternatifs, et donc de médias alternatifs. Mais on peut toucher quand même une partie, c'est suffisant pour faire la bascule vers un leader plus démocratique. Et la réponse du New York Times, c'était de recruter massivement
de faire du journalisme de meilleure qualité, de développer le journalisme de vérification, le journalisme d'investigation, le journalisme de reportage. En France, Le Monde fait la même chose. Dans Le Monde, on a recruté massivement au sein de la rédaction du Monde. Et il y a moins d'articles, paradoxalement. Plus de journalistes, mais moins d'articles. Donc parier sur un travail de meilleure qualité, sur un temps plus long, et avec une vérification de l'information, parce que c'est le seul moyen de répondre justement aux reproches que fait Trump en disant regardez les fake news. Et il arrive à la presse de commettre des erreurs. On a eu la preuve en France avec l'affaire Dupont-Ligonnès, qui a été terrible, et qui s'explique par que ce n'est pas une fake news, puisque la fake news c'est avec une intention de manipuler. Et c'était une erreur journalistique, type, comme il en existe depuis l'avènement de la presse, c'est-à-dire pour aller très vite, pour être le premier à diffuser une information. Et là, sur un sujet, Dupont-Ligonnès qui excite l'imagination depuis 10 ans, c'est le Parisien, une heure de bouclage, et l'AFP, qui ont commis cette erreur, qui était en fait une erreur de police d'abord, puisque ce n'est pas les mêmes procédures en Écosse et en France, et on a cru qu'on avait identifié Dupont-Ligonnès, alors que ce n'était pas du tout ses empreintes digitales qui avaient été retrouvées, c'était donc pas lui. Et donc tous les titres en vrai, c'est une erreur grave, et ça c'est typiquement, et d'ailleurs tout de suite les police ont dit regardez la presse, on peut lui faire confiance, regardez ce qu'elle est capable de faire. Heureusement, cet été, Society a fait de l'excellent journalisme avec la même affaire Dupont-Ligonnès, une enquête de 4 ans, 4 journalistes, dont un n'a fait que ça pendant 4 ans, donc en pariant sur un journalisme de qualité, et ça a marché. Ça a fait des centaines de milliers de ventes, ça a sorti Society d'une crise dans laquelle, comme beaucoup de titres de presse, il était plongé. Donc je crois que le pari du New York Times, celui du Monde, celui de beaucoup de rédactions aujourd'hui, parier sur la qualité, parier sur les faits, parier sur le reportage, c'est ça qui peut marcher. La presse s'est adaptée à ça, c'est-à-dire que maintenant tous les titres de presse ont développé un service de vérification de l'information. Et quand vous regardez Check News sur AFP, ils font 5-6 articles par jour. Ils me sortent, je les ai souvent eu au téléphone, quelquefois eu au téléphone, je vois un peu comment ils travaillent. C'est vraiment avec le souci de tout vérifier et ils ne font paraître l'article que s'ils sont sûrs. Donc il ne faut pas répondre au débit mitraillette de Donald Trump parce qu'on est sûr de perdre. Par contre, essayer de développer ces équipes-là, qui sont spécialisées dans le regroupement, une exigence journalistique de base qui existe depuis le début, simplement elle est devenue tellement impérative qu'il est nécessaire de développer ces services-là qui au départ étaient plutôt boudés par les journalistes et puis se sont aperçus que c'était une exigence de la part des lecteurs et que ça permettait de lutter contre le discrédit, la défiance dans la presse et l'objet. Dans la sémantique, on dit petit con, c'est gentil, on dit ça dans le sud. Si on dit au féminin, est-ce que c'est pas plutôt négatif? Est-ce que dans votre mot, vous employez toujours le mot con, excusez-moi, mais vous ne l'avez jamais employé au féminin? Est-ce qu'il y a une différence pour vous quand on dit toujours masculin? Vous dites, est-ce qu'il y a une différence entre les connards et les connasses? Entre les petits cons et les petites connes. Je vais faire réagir M. Marion, qui avait vraiment une science maintenant de la connerie. Alors, mais effectivement, je crois qu'il y a des différences. Quand je dis les cons, en général, j'inclus les connes. Rassurez-vous, mesdames, vous êtes dans le lot. Mais simplement, la connerie, l'expression de la connerie n'est pas forcément acceptée de la même façon. Par exemple, les fameux biais cognitifs, là c'est également distribué chez les hommes et les femmes, il n'y a pas de problème. On pense tous par automatisme comme ça. En revanche, les moyens d'expression de la connerie peuvent varier suivant le contexte. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au volant, on vous pardonnera plus facilement de dire des gros mots et de faire un nœud d'honneur si vous êtes un homme que si vous êtes une femme. C'est purement culturel. Il n'y a pas de raison. Mesdames, vous devez avoir le droit d'être aussi connes que nous, dans toutes circonstances. Ouais. Mais... On peut se distinguer. Oui, aussi. Oh mais non, si vous vous distinguez... mais vous voyez, et aux États-Unis, ils parlent de assaut pour les hommes, en entreprise principalement, les petits chefs, les tyrans. Pour les femmes, ils ne parlent pas de assaut. Ça pourrait être she asshole ou assolette ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est bitch. Il faut une traduction.
Ça veut dire salope. Voilà. C'est toute une connotation sexuelle, en fait, Exactement. associée à la connerie. Exactement. On ne peut pas être juste conne. On peut Exactement. forcément être dévalorisé sexuellement. C'est des trucs pour tout. C'est c'est ça, quand même c'est le coup, masculin, hein, mais ça renvoie à l'organe génital. Oui, bien sûr. Et c'est valable aussi dans tous les jugements défavorables émis à l'encontre des femmes, par exemple. Hein. Les femmes laides, il y a toutes sortes de choses. C'est des cajots, c'est des truies, c'est des boudins, c'est des guenons, c'est ce que vous voulez. C'est infra-humain. C'est des animaux, des objets. Les hommes, c'est quoi? Un homme moche, vous l'appelez comment? Elle est fait éventuellement bellâtre, vieux beau, c'est pas la même chose, vous voyez. Vous dites pas boudin à un homme, vous dites pas cajot. Non. Donc il y a tout un... Ouais. Et pourtant, il y a des hommes aussi moches que certaines femmes laides. Hein, ça... Justement, sur le vocabulaire de la connerie, on met en avant ça, cette différence. Donc en fait, la connerie, elle est quand même plutôt connotée comme étant masculine, puisque les femmes, quand on les traite de connes, il y a souvent ce présupposé de les rabaisser au niveau, de les renvoyer à, vous disiez bitch, donc salope, donc un rapport, enfin c'est pas forcément lié à la connerie. Mais je pense que... Dans, on va dire la définition à la base du mot. Je pense que l'homme est présupposé plus con que la femme. Alors on en est où? Ça a des recherches psychologiques là-dessus? Je dis bien, c'est un présupposé. Parce que l'homme, on dit ouais, mais l'homme c'est la testostérone, il a besoin de s'affirmer. C'est que la femme, c'est une psychologue. La femme est dans l'émotion, dans le dialogue, dans le partage. C'est pas con tout ça. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, ils sont un peu obligés désormais, même TikTok, donc un média nouveau qui parle surtout aux jeunes, ils ont tous essayé, Mélenchon, même Emmanuel Macron l'a fait, Marine Le Pen, donc ils essayent de coller à... Alors on est dans une fragmentation de l'offre médiatique par rapport à, justement, quand on évoque Jacques Pilan, le maître de la communication, ces recettes ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le 20h était une grand-messe, toute la famille était réunie devant. Et donc, si on arrivait à capter le public à ce moment-là, on pouvait influencer l'opinion publique. Aujourd'hui, on a tous plusieurs écrans, et chaque public, chaque génération, chaque classe sociale aussi, peut avoir son propre média. Donc, ils sont obligés de fragmenter leur propre offre médiatique pour s'adresser aux gens. Il n'y a rien de grave là-dedans, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait normal. C'est plus dans le milieu, et on avait vu en 2017, lorsque ces dirigeants politiques, pour contourner les médias dominants, et toujours au nom du fait qu'ils nous mentent, qu'ils nous manipulent, etc., essayent de fabriquer leurs propres médias. Si c'est avec derrière l'idée que les médias mainstream nous mentent et donc on va essayer de se substituer à eux, il y a un danger. Et les Insoumis l'ont fait, avec le média qui n'est pas vraiment... le média des Insoumis, mais qui est quand même, il ressemblait beaucoup. Il était animé par Sophia Chikirou, qui est très proche, comme chacun sait, de Mélenchon. Et il y avait une proximité, une intimité même entre les médias et les Insoumis. Et la République En Marche a voulu faire la même chose. Hein. Ça avait été annoncé, sauf que finalement, ils ne sont pas allés au bout de cette volonté. Donc, utiliser les médias pour s'adresser à tous les publics, ça me paraît inévitable pour les politiques. Lorsqu'ils prétendent se substituer aux médias existants pour s'adresser directement à la population, là, il y a un risque potentiel. Et justement, quel regard les jeunes portent sur ces politiques qui viennent les draguer sur TikTok, sur des médias qui passent pour jeunes? Ils sont très méfiants, parce qu'ils sont évidemment, comment dire, justement, comme je le disais tout à l'heure, ils sont assez rompus, eux, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur toutes les possibilités que donne le numérique pour s'exprimer, pour se moquer, pour communiquer, pour se mobiliser aussi, pour s'engager.
mais donc qui sont très méfiants, parce qu'il y a toujours cette méfiance qui revient, à l'égard des politiques qui finalement veulent venir trop sur leur terrain, justement. Ils pensent que du coup, c'est pour de faux, c'est pas pour de vrai, et c'est pas forcément ce qu'ils attendent des politiques, des responsables politiques. Ils n'ont pas forcément besoin que les responsables politiques fassent du zèle en matière de jeunisme. Hein. Ils ont plutôt, je crois que la question de l'âge d'ailleurs n'est pas quelque chose d'important pour les jeunes. Ils ne vont pas aller forcément davantage vers des politiques qui seront jeunes. Par exemple, Emmanuel Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, n'a absolument pas eu les voix des jeunes, alors qu'il était pourtant... et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu beaucoup plus de votes de jeunes, justement. Jean-Luc Mélenchon n'était pas du tout le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle. Oui, il a eu beaucoup de jeunes. On n'a pas eu le vote des jeunes. Non mais Jean-Luc Mélenchon, lui, qui est moins jeune qu'Emmanuel Macron, lui a eu le vote. Et Jean-Luc Mélenchon, ils ont voté pour l'hologramme. Même chose prenons aux États-Unis, pour ne pas toujours parler de Trump, par exemple Bernie Sanders, effectivement, il est assez âgé et il était absolument soutenu par les jeunes. Donc je crois que les jeunes, ils n'ont pas envie d'être pris pour des cons, justement. Et donc ils sont très... très attentifs à ce qu'on ne veuille pas, effectivement, au travers de mesures gadgets, essayer de les embobiner. Voilà. Donc ils ont cet esprit critique, quand même, dont on parlait tout à l'heure, assez acerbé. Et donc, je crois que du coup, il y a une très grande difficulté pour les politiques, d'une façon générale, à s'adresser aux jeunes. Je crois que c'est un vrai problème pour eux. Les jeunes préféreraient quelqu'un plus à l'ancienne, plus éloigné, plus désincarné, plus au-dessus. En fait, les jeunes, ils veulent des gens engagés et des gens qui ont effectivement des programmes à défendre. Donc, ils veulent une parole incarnée. C'est ça le plus important. Donc, ils se méfient beaucoup des discours creux. Ils se méfient beaucoup des mesures gadgets, ils se méfient beaucoup justement des politiques qui peuvent venir sur leur propre terrain. Je crois que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et par rapport au mode de communication aussi pour s'adresser aux jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une campagne de communication de l'UMP il y a quelques années où il y avait un lip-dub, une chorégraphie qui avait été filmée, qui n'avait pas du tout trouvé son public auprès d'elle, enfin si, mais plutôt de l'ordre de la rigolade. Voilà. Mais il y a des tentatives parfois de faire jeune. Mais voilà, de faire jeune, alors que c'est... Voilà. Bon. Effectivement. Voilà. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Est-ce que vraiment il y a des jeunes qui veulent des politiques incarnées et qui ont un programme qui n'a pas non plus? Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui ont cette exigence d'une politique incarnée, d'un vrai programme solide? Est-ce qu'il y a d'autres usages finalement plus exigeants du point de vue de la jeunesse? C'est-à-dire que les aînés seraient moins exigeants par rapport à cette incarnation? Non, je crois qu'effectivement, il faut cesser d'ailleurs d'opposer les jeunes aux plus âgés. Évidemment que cette crise de la défiance politique dont on parle depuis le début de cette table ronde, elle touche absolument toutes les tranches d'âge. Simplement, à la différence de leurs aînés, les jeunes, ils entrent en politique dans ce temps aujourd'hui de très forte défiance à l'égard des politiques, d'ébranlement aussi de la confiance démocratique. Donc évidemment que ça peut créer des types d'attitudes, des comportements différents pour les préparer aux citoyens qu'ils seront et à la façon dont ils vont exercer leur rôle de citoyens actifs dans la société. Mais bien évidemment qu'ils sont porteurs de cette défiance que partage tout le monde. Et là, je crois qu'il faut aussi cesser, en tout cas dans le rapport à la politique, d'opposer les générations entre elles. Bien souvent, les jeunes ne font que donner comme un miroir grossissant l'image des dysfonctionnements, des problèmes, voire des revendications qui sont portées par l'ensemble des populations. Là, je vous ai complètement plombé, j'ai l'impression. Ils sont assommés par les discours sur la politique. C'est impossible. Oui, madame. Je voudrais évoquer la complexité du monde dans lequel nous vivons. Là, on parle de la cacophonie qu'il y a eu sur les masques, etc.
au regard de la difficulté à comprendre et à accéder aux informations. Vous parliez de lire, d'avoir plusieurs sources. Voilà. Ce n'est pas une question, c'était une remarque et comment, psychologiquement, on peut expliquer pas ce décalage, mais cette confrontation à rire, à avoir besoin d'humour, de la dérision, qui fait du bien. Juste sur la presse. Comme un remède à la connerie. La dérision, la satire, le rire, c'est aussi un des moyens non seulement de se moquer du pouvoir politique, mais aussi de le contester. C'était un des outils de la contestation par la presse, avec les caricatures politiques au XIXe siècle, la manière dont on a représenté Louis-Philippe en poire. Et c'est pour ça qu'il y avait une législation spécifique qui portait sur la presse de caricature, sur le dessin de presse. On savait à quel point elle était dangereuse. Donc le rire n'est pas neutre, et le rire c'est un outil de contestation. C'est extrêmement sérieux le rire, et c'est un moyen en déconnant, de dénoncer la connerie et la manière dont le pouvoir se moque de nous. Donc ça a été fait dans la presse française dès la période révolutionnaire. C'est vraiment le moment où se développent les premières caricatures, et surtout à partir, disons, de fin de la Restauration et des monarchies de Juillet. Et Louis-Philippe a été une des premières victimes. Il a essayé de museler, d'empêcher les caricatures. Mais la loi de 1880, la grande loi sur la presse, a mis fin à ce type de dispositif et a permis l'invention. Alors, le développement de la caricature politique existe toujours, et une autre caricature, un autre rire qui lui passe de moins en moins, mais là c'est pas la faute du pouvoir politique, c'est le rire anti-religieux, qui est permis depuis la loi de 1881, qui fait qu'on peut aussi tourner en dérision le pouvoir religieux, et on s'en est pas privé pendant la Belle Époque, avec une férocité inouïe. Et ce dessin-là, très spécifiquement, en France, et dans les autres pays occidentaux, il suscite beaucoup de crispations, comme on le voit encore au moment du procès de Charlie en ce moment. Alors que la façon de tourner, ça prouve d'ailleurs à quel point le pouvoir politique ne suscite plus un respect inouï, il est dégradé, parce que la caricature politique était si difficile au XIXe siècle, elle va de soi aujourd'hui. Par contre, se moquer des religions, alors là, on touche un tabou qui peut coûter la vie à des dessinateurs, comme on a encore vécu en 2015. Sur la distance par le rire pour essayer de désamorcer la connerie, Jean-François Marmion. Alors, lorsqu'on prenait le pouvoir à Rome, autrefois, il était de bon ton de refuser. On disait, mais venez, soyez notre César. Non, je veux me consacrer à la philosophie, à mon jardin intérieur, c'est des usages. Mais si, on insiste. Bon, alors, puisque vous insistez, ok, je viens régner sur vous. Bon. Eh bien, lorsque l'empereur défilait sur son char, il y avait un esclave derrière qui disait Memento mori. Ça veut dire souviens-toi que tu n'es qu'un homme, souviens-toi que tu vas mourir. Donc ne prends pas trop de lubris, parce que pour un grec ou un romain de l'Antiquité, se croire promis un destin exceptionnel, c'était une connerie totale. Et on retrouve encore ça au Moyen-Âge. Hein. Celui qui veut échapper à la roue de la fortune, il va finir broyé par elle. Et aujourd'hui, c'est ça, les Memento mori, c'est les humoristes, c'est les chroniqueurs. Alors on peut trouver qu'ils sont trop nombreux, qu'ils tapent toujours dans le même sens, on peut trouver ce qu'on veut, n'empêche que c'est bon signe quand même pour rappeler à ces gens-là que non, ils ne sont pas des génies, que non, ils n'ont pas forcément un destin exceptionnel, qu'ils sont censés tout de même rendre des comptes et être un petit peu exemplaires malgré tout. Je ne vais pas faire le père à la pudeur, mais bon, ils sont censés être tellement mieux que nous, vous voyez. Moi aussi je plombe si je veux. Ça dépend de vos électeurs. Que pensez-vous de l'incidence entre le développement qui me paraît massif des séries télévision, des séries en télé ou d'ailleurs des séries policières ou de tout ordre qui sont diffusées par différents canaux, qui peuvent capter toute l'attention du public concerné, leur espace-temps libre parfois, et effectivement la limitation éventuelle de leur capacité de réflexion par rapport à l'information, et donc une incidence peut-être aussi sur l'appréhension des idées politiques, leur esprit critique, voire effectivement à un moment donné le vote. Je pose cette question parce que nous étions, il y avait toujours, peu importe, avec des jeunes qui
ont eu cette chance d'avoir vérifié, et qui néanmoins nous disaient, les séries c'est formidable, nous ne regardons ni émissions, ni débats, nous sommes captés par ces séries. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter de les regarder. Ça m'a un peu effaré. Là, j'ai une réponse qui est encore liée à l'histoire de la presse, pardonnez des formations professionnelles, mais avant les séries, il y avait les feuilletons. Et le terme feuilleton, il vient de l'histoire de la presse, c'est un terme technique du journalisme, c'est le bas de page du journal, on appelle ça le rez-de-chaussée aussi. Et dans les très grands formats qui étaient privilégiés au 19e, on a commencé en 1836, on se considère souvent comme l'avènement du journal populaire, parce que vous avez deux journaux qui se lancent en même temps, La Presse et Le Siècle, et qui recourent au roman feuilleton. C'est-à-dire qu'on va publier au bas de la page des romans avec des effets de suspense, mais même Balzac a publié beaucoup de ces romans comme ça. Et on a eu ce type de critique. Et notamment venant du pouvoir politique, parce qu'on se méfiait en fait du développement de la presse que ça permettait. On voyait très bien qu'elle allait contester le pouvoir. Et du coup, on l'a attaqué sur ce qui permettait son succès, c'est-à-dire le feuilleton, en disant c'est de la mauvaise qualité, ça détourne les gens des vrais sujets. En plus, c'est souvent des récits d'ascension sociale, donc ça peut donner au petit peuple le sentiment qu'il pouvait s'élever socialement. On disait il ne faut surtout pas qu'il s'élève, il est bien là où il est. Ça a été dit à l'Assemblée, à la Chambre des députés à l'époque. On voulait interdire le roman feuilleton, et à défaut de l'interdire, on a supprimé l'impôt, parce qu'il y avait une taxe qui pesait sur les journaux. On a supprimé l'impôt pour les journaux qui s'engageaient à ne plus publier de feuilletons. Ça n'a pas empêché le développement du roman feuilleton, mais c'était avec la même idée que les ancêtres des séries, donc les feuilletons, allaient pervertir la jeunesse, allaient pervertir le public populaire. Donc ça, j'y crois pas du tout. Moi, je pense d'ailleurs que les séries aujourd'hui sont d'un niveau assez exceptionnel, d'une manière générale. Pas toutes, bien sûr, mais on vit un âge d'or des séries aux États-Unis notamment, mais même en France, il y en a de qualité, et qui posent des problèmes politiques. La série Baron Noir, par exemple, qui malheureusement n'aura pas de nouvelle saison, est une excellente série et qui permet de poser des problèmes politiques essentiels. Et vous savez, autrefois on reprochait le rock'n'roll, on disait faut pas écouter de rock'n'roll, ça rend mauvais. Au 19e siècle, on disait faut pas lire de romans. Surtout pas les femmes, parce que alors qu'est-ce qu'elles vont se mettre dans la tête Rousseau, le théâtre, c'était pas son truc, parce que c'était le divertissement. Blaise Pascal, le jeu, non, on pense pas à Dieu pendant ce temps-là. Donc il y a toujours eu des gens pour condamner le divertissement, parce que ça détourne de la réflexion, ça détourne de la foi, ça détourne de plein de choses. Bon, je sais pas ce que serait un monde. Alors après, si les gens veulent abuser des séries, c'est leur problème. Je préfère qu'ils abusent des séries plutôt qu'ils abusent, je sais pas quoi, comme certains politiques. House of Cards, par exemple. Oui, très bonne série. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi ce débat. Merci à vous.